Circuit ou rallye, asphalte ou désert, leur terrain de jeu est différent, mais leur passion de la vitesse et du sport automobile est la même. Malgré leur handicap, leurs chronos n'ont rien à envier aux meilleurs de leur discipline. Ce sont des pilotes comme les autres. Vianney Chansin, tétraplégique, pratique le karting en compétition. Le Normand s'entraîne quasi quotidiennement depuis 13 saisons. Le plus clair de son temps, il le passe sur les pistes, avec l'envie de retrouver des sensations du passé. Et à Carole, tu avais fait quoi? La pole position, mais j'avais pas pu finir parce que j'ai eu un problème de frein, malheureusement. Encore? Ouais, Encore? c'est ça. Ouais. Problème de frein. Ah oui. La pole position. Ouais, c'était par tirage au sort. J'ai fait de la moto en 98, je crois, mais 18-19 ans à peu près. Peu de temps après, vu que la route c'était un peu dangereux, j'ai commencé à faire un peu d'entraînement de circuit avec des copains et vite la course en Promosport 500 Cup et quelques courses de côte. La moto s'est arrêtée prématurément en 2003, du coup suite à un accident de la route en voiture. Donc 8 ans après l'accident de voiture, c'est là que j'ai retrouvé les sensations du circuit en repratiquant le karting. Là, ça c'était à Essay. C'était à Essay en 2011. De toute façon, aujourd'hui, avec la pratique du karting, la voiture et maintenant le buggy, j'ai envie de dire que c'est pas tous les jours, mais enfin c'est presque. Ça rythme un peu sa vie. Évidemment, c'est une satisfaction. Il le sait peut-être pas, je crois que je lui ai peut-être jamais dit, mais je suis fière. En 2011, on a organisé la première fois à Essay, en Normandie, une compétition réservée aux pilotes handicapés lors du championnat du monde de karting M18. Voilà. Je roule pour moi personnellement et on a aussi créé l'association donc NTK Racing là, pour Normandie tétraplégique karting avec un ami que j'ai rencontré donc au centre de rééducation. Donc on l'a créé pour échanger, faire partager notre passion à d'autres personnes dans la même situation, permettre d'acquérir aussi du matériel via l'association. Le danger, oui, il est présent comme au quotidien, j'ai envie de dire. Dès qu'on prend sa voiture, on est en danger, en kart. C'est sûr que de rouler en peloton, enfin voilà, à plusieurs en course, ça amène plus de risques, mais on n'y pense pas vraiment. Ça ne nous empêche pas de rouler et de se faire plaisir de toute façon. Mon père m'accompagne beaucoup, surtout au niveau karting. Et oui, sans lequel ça serait beaucoup plus compliqué parce que tout ce qui est logistique, vu mon handicap, je ne peux pas. C'est compliqué d'emmener, avec les mains touchées, de bricoler. Ça me prend, si je devais faire, ça serait impossible, voire ça me prendrait trop de temps. Donc effectivement, il est là, même pour m'emmener sur les circuits, pour préparer le kart surtout, changer les pneus, enfin tout ce qui est logistique. Sa présence est indispensable en karting. Chaque année, Vianney prend le départ d'une dizaine de courses de karting. Direction le circuit d'Essay en Normandie. C'est ici qu'il y a 13 ans, Vianney avait disputé sa première compétition. Cette fois, il devra y affronter les meilleurs mondiaux de sa catégorie pour le trophée international Handy-Kart. En karting, oui, je retrouve des sensations de vitesse de la moto. Effectivement, ça change d'être sur 2 roues, à prendre 2 langues, on est sur 4 roues, le passage en courbe est différent, mais je suis content de retrouver ces sensations de vitesse que j'avais perdues pendant 7-8 années, juste après l'accident. Ici, là, ce week-end, à Essay, on déboule, on est à 107 km/h à peu près au bout de la ligne droite. On est posé sur 4 pneus, sans amortisseur, tout rigide, donc on a vraiment un ressenti l'accélération au freinage qui est très impressionnant. Pour être un bon pilote handy-kart, il faut d'abord être passionné parce que c'est un long chemin, c'est une grosse logistique, il faut préparer la machine, ça prend beaucoup de temps. On n'est pas beaucoup de temps sur la piste, on est beaucoup à l'atelier. C'est accessible à tout le monde, c'est un petit peu la base du sport automobile, le karting. Et c'est pour ça que c'est facile. En plus, les karts sont des machines assez simples et c'est facile à adapter au handicap de chacun.
c'est un homme qui est battant. Et moi, je suis attaché à ce qu'il a jusqu'au bout. S'il me dit, sur une réparation, ça nous est arrivé, non, j'arrête. Je dis, si, on continue. Et la finale, tu vas la faire. Et il l'a fait et il a gagné. Donc, tous les deux, on est complices. J'ai l'accélérateur et le frein sur le même combiné. Donc en fait, on appelle ça combiné pousser et baisser. Je pousse, je freine, et je baisse, j'accélère. Là, on est censé être plus réactif entre le moment entre la phase freinage et la phase accélération. Accélérateur, frein spécifique, harnais, la fourche, la direction et également, j'ai oublié, quelques sangles qui me tiennent les jambes. Niveau compétition handicap, alors ce qu'il y a de très bien, c'est qu'on a désormais une licence nationale handicap, donc qui nous permet de faire des courses entre personnes en situation de handicap, mais qui nous permet également de faire des courses avec les personnes valides. Donc on peut faire toutes les courses du karting possibles. Des performances qui forcent le respect des plus grands, comme Felipe Massa, vice-champion du monde de Formule 1 en 2008. Félicitations, vraiment. Je vous ai vu piloter et c'est juste incroyable à quel point vous allez vite. Vous êtes si régulier. C'est vraiment très impressionnant. Mon objectif en termes de compétition, c'est d'être le plus performant possible. Alors que ce soit avec les courses valides, c'est de rapprocher le plus des chronos de la tête des valides. Et avec les courses handicap, c'est de rapprocher de la tête du classement scratch. Voilà, c'est toujours d'aller plus vite et de se rapprocher du premier au final. Pour Nicolas et Damien, paraplégiques, le terrain de jeu est différent. Mais la famille et la débrouille sont aussi au cœur de leur passion. Moi, c'est Nicolas Joliveau. Je suis adjoint au maire de ma commune, pilote de rallye de temps en temps et président de mon association. Alors là, on s'en va dans le Morvan. On prend les petites routes Morvandel pour aller au rallye de Languison. Bonjour, Michaud Damien. 16 normalement. Là, l'étape obligatoire, c'est la vérification de tout l'administratif, c'est-à-dire permis de conduire, la licence FFSA, ce qui est obligatoire, hein, bien sûr, peut-être les numéros... Ah oui, le passeport. Le passeport technique. Ça commence vraiment, on rentre dans le sujet. Nicolas, aidé par les membres de son association Cœur Rallye, a dû trouver lui-même des solutions pour conduire sa Porsche. Nous, on a des adaptations nécessaires au pilotage. Donc, par exemple, l'accélérateur au volant, c'est tout mécanique. En fait, il pousse juste la pédale d'accélérateur. On a le frein avec un système de levier. Donc, du coup, il pousse la pédale de frein tout bêtement. Et l'embrayage, lui, qui est piloté, voilà. C'est le seul truc qu'on a qui est électrique. Notre système est super précis, donc après le ressenti c'est ce qu'on a pu dans les jambes. Mais à part ça, toutes les sensations sont là. C'est du logis. À l'issue de la première journée de compétition, Damien pointe à la 5e place de sa catégorie. Cela fait 13 ans maintenant qu'il parcourt les routes sinueuses des rallyes régionaux avec un certain succès. Les sensations sont quand même plutôt bonnes. Oui, je suis assez content du travail que les gars m'ont fait sur la voiture. La voiture, je la trouve beaucoup plus précise qu'auparavant. Donc, je pense que c'est de bon augure. Il faut que je m'y habitue. Il faut que je continue de rouler. C'est où ça ? Tu sais, tu sors du village, tu as la chicane qui est bien serrée, et après tu montes, et après, juste ça, le long droite là, c'est celui qui est vraiment au point de vue du Pensière, du lac. Oui, les routes, elles sont... Damien est un super pilote, je suis toujours épaté par ce qu'il fait. Encore aujourd'hui, sur 18 km, je sens pas qu'il y a un moment donné où il faiblit, il continue, voilà, donc il est quand même impressionnant. Donc moi, je dois être presque à 100% tout le temps, ne jamais me tromper, pour qu'il puisse s'éclater. Et si lui s'éclatait le week-end, automatiquement, moi, je me serais éclaté à ses côtés aussi.
Donc après, voilà, mais aucun souci. Des fois, les gens, ils comprennent pas. Ils se disent t'as déjà eu un accident, mais tu veux faire des rallyes, c'est dangereux. Mais non, c'est ce qui me fait, ce qui me donne la force de vivre, d'aller travailler tous les matins, week-end, jours fériés, pour arriver à avoir un budget, quoi. Pour réussir à faire mes 3 à 5 rallyes par an s'il n'y a pas de souci. J'ai essayé d'appuyer un peu sur le frein. Le fait qu'il n'y ait pas de catégorie handi en rallye, je trouve ça génial. Parce que du coup, les gens qui sont sur le bord des spéciales, qui nous voient passer, en fin de compte, ils ne savent pas si c'est quelqu'un qui est handicapé ou pas qui est au volant. Moi, ils le savent par la force des choses parce que j'en avance pas une. Mais quand c'est Damien, par exemple, là, ils ne le savent pas du tout. Quand je vois où il est au classement aujourd'hui, chapeau bas, quoi. On est samedi matin, il est 9h, on va partir pour la grosse journée du rallye. On va enchaîner 3 spéciales, donc une grande spéciale de 17 km, une plus petite de 5 et une de 7. Partager sa passion avec son conjoint, c'est quelque chose de génial, quoi. Quand on va tous les deux dans la même direction, dans le même sens, où on sait tous les deux ce qu'on veut faire de notre week-end, c'est d'être là sur le rallye et de passer du bon temps tous les deux. Oui, c'est super, ça n'a pas de prix. C'est dans la seconde, et malheureusement, pas longtemps après le départ, en sortie d'épingle, quand j'ai voulu réaccélérer, ça a tout mouliné. C'est le cardan qui a dû lâcher au freinage ou dans la boue parce que c'était très boueux. La mécanique, on fait tout ce qu'on peut avant le rallye pour que tout fonctionne bien. Malheureusement, ça a trop souffert et on n'a pas pu rallier l'arrivée. Non mais je suis quand même content là, ce qu'ils ont fait. J'ai enfin retrouvé les sensations qu'on avait au début. Oui, la première fois que je l'ai acheté, comme elle était réglée, ça se rapproche, c'est même encore mieux. J'étais premier copilote de Damien, donc il avait fait monter un embrayage piloté à l'époque, qui n'était pas très fiable. Donc j'étais obligé de passer les vitesses de la main gauche et lire des notes tenir le cahier de notes de la main droite. Ça, sa passion depuis tout le temps, et puis je suis fier de lui quand il fait ça, quoi. Avec l'association aussi, on essaye de faire quelques manifestations. On fait des lotos, on a fait des calendriers. On essaye de faire plein de petites choses comme ça. Et fil en aiguille, ça nous fait un peu de budget pour payer les déplacements, du matériel pour l'assistance. C'est vrai que depuis qu'on l'a, on n'avait pas réussi à finir un rallye. Et là, ça fait plaisir de chez plaisir, quoi. Je pense qu'on va bien dormir ce soir. Quelle prestation! Toutes les commandes au volant, la Porsche! Nicolas et Amélie. La récompense, elle est là ce soir. C'est ça, elle est là. On est au bout, on est content, on a chassé le chat noir. Bravo, on peut les applaudir très fort! Les titres, lui aussi il les collectionne, et c'est peut-être dans le sable qu'il s'est fait le plus remarquer. Axel Alétru, ancien pilote de motocross professionnel, victime d'un accident en compétition, s'est reconverti dans les rallye raids. Il a notamment remporté le Dakar dans la catégorie SSV en 2020. Je me décris comme l'homme aux plusieurs vies, avec une première vie dans le BMX, plusieurs fois champion du monde et champion d'Europe, puis le motocross, champion du monde junior, puis pilote professionnel. Et malheureusement, l'accident le 27 juin 2010 où je perds l'usage de mes jambes. Je me suis retrouvé en fauteuil et les médecins m'ont prédit un fauteuil à vie. Ils m'ont dit que je ne remarcherais jamais. Et je me suis dit, bon, il faut que je me batte pour récupérer une première autonomie. Et donc j'ai développé ce qu'on appelle des releveurs pour tenir mes chevilles à 90 degrés et essayer de pallier à ces muscles qui ne fonctionnent plus. J'ai réussi à me remettre debout et faire un petit pas, puis un deuxième, puis un troisième. Et au bout de 2 ans, sortir du centre d'éducation
en marchant avec des béquilles. Donc c'était une victoire sur la vie. Je commence la natte et je construis une équipe autour de moi. Et ensemble, on performe très vite où je deviens 12 fois champion de France et vainqueur des European Master Games à Nice en 2015. Donc c'était pour moi une énorme victoire. Redevenir ce que j'étais avant dans le monde valide, mais dans le handisport, c'était une manière de prouver que malgré le handicap, je pouvais devenir une nouvelle fois un champion. Ce qui est super intéressant avec le SSV, c'est qu'on a des sensations qui sont très proches de la moto. Et pour avoir roulé des dizaines d'heures, centaines d'heures dans le sable, pouvoir rouler aujourd'hui en SSV malgré mon handicap, c'est voilà, quelque chose de formidable parce que ça me permet d'avoir des sensations de glisse, de virage, de vitesse, d'adrénaline, de prendre de trajectoire sur le sable. Et tout ça fait que c'est un environnement très proche du motocross. Je suis en train desserrer mes suspensions parce que je suis trop dur. Et là, dans les petits trous de sable, je sens que ça me fait mal au... La suspension, elle travaille pas parce qu'elle n'est pas du tout adaptée. En tant qu'athlète, j'ai toujours dû écouter mon corps dans les compétitions. Voilà, quand on commence à avoir une douleur, quand on n'est pas bien certains jours. Bah là, c'est le corps et la machine. Donc c'est important d'avoir une machine qui soit bien réglée pour être performant. Parce que ça sert à rien de se battre contre la machine, mais il vaut mieux avoir une machine qui soit adaptée au terrain pour le forcer le moins possible. Et ça, c'est le plus important. J'ai dû m'adapter encore une fois. Hein. Comme je le dis souvent dans mes conférences, s'adapter, c'est la clé au quotidien. J'ai cette chance d'avoir récupéré une partie de l'usage de mes jambes qui me permet aujourd'hui vraiment de pouvoir rouler avec un frein et une attelle et une babouche spéciale pour rouler. Donc ça, c'est extraordinaire. Ton casque ? Ça va, t'as tout reçu ? Quand on voit son parcours entre le BMX, la moto, l'esprit et l'univers mécanique, c'est vraiment quelque chose qui lui colle à la peau. Pour lui, c'est une grosse fierté de vraiment pouvoir concourir comme invalide, juste avec une adaptation pour son pied, mais voilà, d'être vraiment dans une catégorie classique avec des valides. M'entraîner au quotidien pour mon handicap, c'est important, et d'autant plus pour le Dakar, où évidemment au Dakar, on ne fait pas de la promenade de santé. On est 8 à 10 heures, voire 12 dans la voiture à encaisser des chocs à longueur de journée. Et donc avoir une bonne musculature pour être bien gainé et encaisser tous ces chocs, c'est hyper important. Le Dakar, c'est au sens propre du terme, une aventure du début jusqu'à la fin, même avant et jusqu'à l'arrivée. Donc voilà, c'est des choses qui seront gravées dans ma mémoire. L'un de mes rêves, c'est vraiment être dans la catégorie reine et faire quelque chose de lourd. Là, oui, c'est un de mes rêves. Mais gagner le SSV, pour l'instant, c'est une étape dans mon rêve, mais c'est pas encore le rêve. C'est une étape. Son rêve, Frédéric Saucé l'a réalisé en étant le premier quadri-amputé à disputer la plus prestigieuse course d'endurance au monde, les 24 heures du Mans. Alors, le projet des 24 heures du Mans, qui était le mien et dont l'aboutissement était le mois de juin 2016, c'est un projet qui est né suite à mon accident, sur mon lit d'hôpital, parce que je ne me voyais pas du tout quelle vie je pouvais m'offrir en étant quadri-amputé, puisque avant j'étais hyper actif et sans les bras, sans les jambes, j'avais une idée assez limitée de la poursuite de ma vie. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je me crée un défi personnel. J'avais jamais participé à du sport auto, mais pour moi c'était une passion. Petit à petit, j'ai amassé pas mal d'infos avant de me lancer, parce que j'imaginais bien que quand j'allais dire à des institutions comme la FIA, l'Automobile Club de l'Ouest, j'ai envie de faire les 24 heures du Mans,
On allait me prendre pour un dingue parce que non seulement j'étais quadri-amputé, mais en plus j'avais aucune expérience dans le sport auto. Donc il a fallu structurer un petit peu tout ça. Mais très vite, j'ai constitué une équipe autour de moi. Et je pense que c'était le plus important, c'est de constituer les bonnes personnes comme une famille. Puis ça a permis de changer le regard sur le handicap dans un sport qui jusqu'alors était complètement fermé au handicap. Entre Le Mans et Frédéric, c'est une histoire d'amour qui dure. Sa voiture est exposée au musée des 24 heures aux côtés d'autres modèles qui ont marqué l'histoire de la course. De retour sur le circuit Bugatti à l'occasion d'un meeting, le natif de Blois reprend le volant de son tout premier prototype. Je suis venu tester la voiture parce que ça fait depuis 2018 que je n'avais pas roulé avec et de retrouver la piste au volant, c'est toujours un vrai plaisir parce qu'on reste pilote et on reste compétiteur. Après, il faut y aller gentiment, il faut reprendre ses marques. C'est là où on s'aperçoit que physiquement, on n'est pas prêt. Je m'en suis aperçu ce matin, mais voilà, c'est un grand plaisir. Et puis, je croise toujours des gens que je connais ici, donc voilà. Donc là, on est en train de préparer le moulage d'un siège, parce que dans les prototypes, les sièges sont moulés sur le pilote. Et comme le siège est très vieux, il est abîmé, et donc là on en refait un autre, donc ça va être un moulage. Ils sont en train de préparer le sac, on met dedans un produit qui est spécifique. C'est une mousse expansive un petit peu. D'un point de vue technique, moi, c'est un équipement auquel j'avais pensé en amont de faire du sport automobile. Je m'étais toujours dit que je penserais à un système qui me permette, dans le civil, de pouvoir reconduire. C'est relativement simple, hein, c'est simplement des palettes qui viennent se fixer sous mes cuisses et qui sont reliées par une tige à la pédale d'accélérateur pour la cuisse droite et de frein pour la cuisse gauche. Et ensuite, j'ai une emboîture en carbone qui vient se fixer sur un pseudo-volant. Et le reste, après, il faut partir en piste et faire comme les autres. Ma principale hantise est toujours en tête, c'est l'accident, mais ça, je crois que tous les pilotes, et c'est ce qui nous permet de prendre des risques les plus importants, mais mesurés. Ensuite, il y a toujours de l'appréhension. Même avant un roulage comme ça, j'ai de l'appréhension, mais je pense que c'est ce qui permet d'avoir la raison. Quelqu'un qui est complètement insouciant, qu'on met dans une voiture, je pense qu'à terme, il est dangereux pour les autres et pour lui-même. Donc d'avoir un peu d'appréhension, c'est toujours une bonne chose. Mais il y a toujours de l'adrénaline dans le sport automobile, parce qu'on sait pertinemment que c'est quand même malgré tout plus dangereux que de jouer au ping-pong. Oui, ça m'impressionne parce que c'est beau et puis c'est des gens qui ont énormément de courage. Je sais pas comment il fait pour avoir la... Puis en plus, il est pas ridicule, quoi, donc c'est vraiment ça qui est beau. Il se bat jusqu'au bout et puis il en met plus d'un derrière. Comme n'importe quel pilote, Frédéric Sausset est attentif aux moindres détails. Chaque élément compte pour améliorer le chrono. Tu fais combien de tours là? Je sais pas, Pierre, il arrive. T'as amélioré, c'est bien. Tu roulais puis t'as amélioré le chrono, donc bonne chose. C'était le souci avec ma cuisse, comme j'ai pas de ressenti. Oui. Des fois, elle appuyait sur le frein, donc ça gardait toujours un peu de frein. Oui. Et donc, du coup, ça faisait des micro-coups. Oui, t'as un tout petit peu de pédale. Ouais. Quand tu freines, t'as 4%, c'est rien du tout. Et là, sur des journées comme ça, c'est intéressant parce que ça me replonge un peu dedans, mais c'est surtout en course où c'est important, quand tu es à la recherche de la performance. Finalement, les mains, c'est nous le pilote, et la tête, c'est l'ingé data, c'est lui qui te dit là tu peux remettre plus de gaz, là tu peux y aller. Donc. Depuis son exploit, Frédéric Sausset est devenu patron d'écurie via sa filière SRT41. Son objectif, permettre à d'autres pilotes en situation de handicap d'accéder aux plus grandes compétitions. En 2018, l'écurie fait courir en European Le Mans Series un équipage de 3 pilotes en situation de handicap. Jamais à ce niveau de compétition, cela n'avait été réalisé. C'est une brèche qui avait été ouverte lorsque j'ai fait les 24 heures du Mans et j'avais peur qu'elle se referme, donc on s'est engouffré dedans. Et aujourd'hui, je pense qu'on est un des box où il y a le plus de monde qui passe, que ce soit parmi le public, mais les médias et compagnie. Donc c'est que le handicap, en tout cas, tient sa place dans le sport auto, comme il le tient aussi en handisport maintenant.
même si c'est jamais suffisant, mais l'intégration du handicap est une bonne chose. Des exemples de réussite qui ouvrent la voie dans le sport automobile. Une des seules disciplines qui permet à des personnes en situation de handicap de concourir à armes égales avec des valides et d'être ainsi des pilotes comme les autres.